Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de votre journal. Nous reviendrons ce soir sur la visite d'un groupe de travail du Conseil de l'Union européenne sur l'AELE, une visite qui entre dans le cadre des négociations avec l'Union européenne. Nous nous rendrons ensuite à Bilbao en Espagne rejoindre Laurent Jalabert, l'ancien coureur cycliste désormais consultant pour France Télévisions et RTL, nous livrera ses impressions à la veille du grand départ du Tour de France. Connaissez-vous la méthode Wim Hof? Elle consiste à se plonger dans un bain d'eau glacée et serait une voie pour redécouvrir ses capacités physiques et mentales. Reportage assure dans cette édition. Et enfin, c'est l'un des projets phares de l'association Fightheads Monaco. La maison de vie à Carpentras, dans le Vaucluse, vient de fêter ses 13 ans. Une équipe de Monaco Info était présente pour célébrer cet anniversaire. Une délégation du groupe AELE du Conseil de l'Union européenne est en principauté depuis mercredi. Une visite qui entre dans le cadre du suivi des négociations que Monaco conduit depuis 8 ans avec l'Union européenne. Plus de détails dans ce reportage de Sandrine Nègre, Thomas Deus et Louis Borgia. Les réalités démographiques, géographiques, sociales et économiques de la principauté ont été présentées aux délégués des États membres de l'Union européenne pour atteindre cet objectif, faire comprendre le bien fondé des demandes formulées par Monaco. Elles visent à préserver les spécificités monégasques dans le cadre de ces négociations avec l'Union européenne. On devrait commencer par remercier le gouvernement français, le prince souverain Albert, et le gouvernement français aussi, les institutions que nous avons accueillies, en commençant aussi par le Conseil national, d'avoir l'opportunité d'avoir eu leur échange avec le délégué, parce que c'est tout à fait important d'un point de vue d'avoir une compréhension plus étroite. During our presidency, we have been discussing the relationship to Monaco and also San Marino and Andorra, of course, almost every month. We were given briefs by the European Commission on the progress of the negotiation, and I think they have been picking up speed. They have come into more intense phases and more technical phases, so I see that as progress. We have also been briefed in our working party on the outcome of the elections in Monaco and also on Monaco's foreign policy relationship to the rest of the world and how Monaco aligns with some of the European Union principles on foreign policy. Ce voyage d'études du groupe AELE du Conseil de l'Union européenne à Monaco avait lieu dans le cadre du suivi des négociations que Monaco conduit avec l'Union européenne afin de conclure un accord d'association. Au terme de ces 48 heures d'échange, le bilan apparaît positif pour le gouvernement princier. Je pense que c'était des échanges qui étaient extrêmement utiles et nécessaires parce que ces délégués représentent l'ensemble des pays membres de l'Union européenne. Il y avait aussi des représentants de l'administration européenne, proprement dit, de la Commission, du secrétaire d'État aux affaires extérieures. Et donc, incontestablement, ce sont des gens qui ont été, pendant ce séjour, qui auront vu beaucoup de représentants de Monaco dans les différents domaines et qui repartiront à Bruxelles bien nourris de toutes les spécificités de Monaco. Et c'est ça qui est essentiel. On est sur la dernière ligne droite puisque la Commission a souhaité finaliser ses négociations d'ici la fin de l'année 2023. C'est l'agenda qui s'est fixé il y a 2 ans. Et c'est aussi la volonté de la présidence espagnole de l'Union européenne qui démarre demain de finaliser cette négociation. Nous avons bien avancé sur les questions techniques, sur les questions de reprise du droit de l'Union européenne. Donc si vous voulez, il y a un double dialogue. Il y a un dialogue à la fois technique et à la fois un dialogue politique et aussi un dialogue bilatéral et un dialogue multilatéral. Donc des questions qui sont communes avec Andorre et Saint-Marin sur lesquelles nous progressons et aussi des questions qui sont vraiment propres à Monaco. Plusieurs sessions de négociation sont donc organisées dans un rythme accéléré d'au moins une session de négociation par mois, avec une journée de session en multilatéral avec Andorre et Saint-Marin et une journée uniquement en bilatéral au cours de laquelle plusieurs sujets sont examinés.
Deux projets de loi ont été votés hier lors de la séance publique législative au Conseil national. Le premier concerne diverses dispositions fiscales. Le deuxième porte sur l'adaptation des textes monégasques aux recommandations du rapport établi par le comité Monéval. Parmi les dispositions les plus notables, on retiendra la création de l'autorité monégasque de sécurité financière, anciennement appelée SICFIN. Cette entité autonome disposera de ressources et de moyens appropriés et aura plusieurs fonctions telles que le renseignement financier, la supervision et le prononcé de sanctions. Parlons de toute autre chose à présent. C'est l'un des événements sportifs le plus populaire. Le grand départ du Tour de France sera donné demain à Bilbao en Espagne. Pour en parler, l'ancien coureur cycliste numéro 1 mondial et désormais consultant télé nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Bonsoir Laurent Jalabert. Bonsoir. Comment s'annonce cette grande boucle 2023 ? Elle est un peu placée sous le signe de label entre Pogačar et Vingegaard. C'est ça, c'est une édition qui promet d'être très intéressante parce que les deux champions sont en forme. Ils sont déterminés tous les deux à vouloir gagner ce Tour de France et le parcours est magnifique tout simplement avec une entame de tour spectaculaire ici au Pays Basque espagnol, avec deux étapes difficiles samedi dimanche et puis rapidement on sera dans les Pyrénées. Donc un Tour de France qui promet en tout cas de nous révéler de belles passes d'armes entre ces deux champions, mais pas que. Il y aura certainement du monde pour leur barrer la route aussi. Oui, qui sera derrière pour leur barrer la route ? Des Français peut-être ? On l'espère en tout cas. Romain Bardet est un garçon, c'est une valeur sûre, et il a une constance sur des courses de 3 semaines qui lui permettent d'espérer un bon classement général. David Gaudu a beaucoup d'espoir. Il a terminé 4e l'année passée. Il rêve d'être sur le podium cette année, mais il y a une forte concurrence étrangère, surtout avec les Danois notamment. Le petit Skelmose qui vient de gagner le Tour de Suisse, par exemple. Ça, on n'en parle pas beaucoup, personne ne le connaît, mais ça peut être la révélation du Tour cette année. Est-ce que Van Der Poel, le petit-fils de Raymond Poulidor, peut aussi se faire une place dans ce peloton ? Oui, Van Der Poel, c'est un garçon qui a un gros tempérament, qui aime marquer les esprits, qui est capable de faire des exploits incroyables. Il l'a déjà fait d'ailleurs sur une édition du Tour, en gagnant une belle étape en haut du mur de Bretagne, en allant chercher le maillot jaune. Et je pense qu'il a à cœur cette année à nouveau, sur le Tour de France, de montrer de quel bois il est fait. C'est le petit-fils de Raymond Poulidor, c'est vrai, mais c'est surtout un immense champion. Alors, gagner des étapes, c'est possible, le concernant, mais gagner le classement général, non, c'est pas montagnard et il y a trop d'étapes difficiles en haute montagne pour qu'il puisse être présent au classement général ensuite. Voilà, parce que ce parcours de cette 110e édition est pas mal montagneux, hein. Oui, très montagneux. Alors, j'en parlais au début, c'est vrai, ce week-end ici au Pays Basque sera très accidenté. C'est pas des arrivées au sommet, mais c'est quand même dur. C'est dangereux parce que voilà, ça va être très technique et on le sait, les entames de tour sont toujours très spectaculaires. Il y a beaucoup de tension, mais on sera rapidement dans les Pyrénées avec une belle étape de montagne qui amènera les coureurs à la Reims après avoir monté le Marie-Blanque notamment. Il y aura Cotteret après avoir monté le Tourmalet et ensuite ce sera une étape dans le Massif central, on peut le dire, avec un rendez-vous incontournable, même inédit, puisque ça fait très très longtemps que le Tour de France n'est pas revenu sur les pentes du Puy-de-Dôme et ce sera donc un rendez-vous au sommet là-haut pour tous les meilleurs. Et puis la dernière semaine, elle fait trembler avec un contre-la-montre dur entre Saint-Gervais et Combloux. Et puis après l'étape reine, celle qui amènera les coureurs à l'altiport de Courchevel, après la montée du col de la Loze. Il y aura le Grand Colombier, enfin des arrivées au sommet Diana, de la montagne il n'en manque pas, et il faudra forcément être un excellent grimpeur pour gagner le Tour cette année. Vous qui êtes un grand spécialiste, vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure, mais est-ce que cette première étape ou les premières étapes peuvent déjà donner la tendance ? Oui, je crois que c'est un Tour de France où plus que jamais il faut être en forme dès le départ, avec la particularité c'est qu'il faudra tenir les 3 semaines, parce que la dernière semaine sera très dure. Mais on peut pas se permettre d'aborder le Tour avec une petite forme en se disant je vais monter en pression au fil des jours. Parce que ce premier week-end, c'est un petit peu le week-end de tous les dangers, avec une route escarpée, avec une course qui va être nerveuse, un peu fournie, et qui va vouloir en découdre. Et donc, on peut perdre le Tour à tout instant sur ces premières étapes. Les Pyrénées, c'est dans la première semaine. C'est pas les étapes les plus compliquées qu'il y aura à courir sur ce Tour de France, mais quand même, la première semaine, elle sera déterminante pour la suite du classement. Donc, il faut être dans le jeu de suite. Laurent Jalabert, vous êtes aujourd'hui consultant pour France Télévisions et RTL sur ce Tour. Comment vit-on cet événement quand on y a participé ?
c'est un bonheur d'être sur le tour parce que voilà, c'est une aventure humaine d'abord avec des collaborateurs avec qui on travaille au quotidien, mais aussi parce que le film déroule jour après jour, c'est un feuilleton. Il y a des péripéties à chaque journée, on ne sait jamais ce qui va arriver, ce qui peut arriver, il y a des surprises, il y a des émotions, l'épaule se dresse sur les bras, enfin on a du plaisir à se retrouver sur la ligne de départ, même quand on est suiveur. Après y avoir participé à 11 reprises, c'est mon 31e tour cette année. Et voilà, j'ai autant de plaisir à être au départ que lorsque je courais, avec moins de pression, évidemment, parce que quand j'étais coureur, il y avait cette responsabilité de devoir faire en plus un bon résultat. Je vous pose ma petite dernière question. Laurent Jalabert, au-delà de l'événement sportif qui est le Tour de France, c'est aussi un bel événement populaire. Hein. Oui, bien sûr, c'est un endroit où on aime se rendre avec la famille, les enfants, les petits-enfants. Ça se transmet, le Tour de France se passe devant votre porte, l'accès est complètement gratuit, il y a toujours une très belle ambiance, on va passer du coureurs, mais on voit aussi la caravane, on ramène un souvenir, et pour le coup, voilà, c'est un rendez-vous que l'on ne souhaitait pas manquer. Est-ce que vous avez un pronostic? Ouais, je dirais que c'est du 50-50 entre Pogačar et Vingegaard, tellement les deux garçons sont en forme au départ de la grande boucle, ils sont prêts et ont envie de gagner tous les deux. Aujourd'hui, c'est pas possible de dire lequel des deux sera le vainqueur à l'arrivée. Ah bien, merci beaucoup Laurent Jalabert d'avoir été avec nous depuis Bilbao et on se retrouve l'année prochaine pour cette fois-ci l'arrivée de la 111e édition du Tour de France qui se déroulera à Monaco jusqu'à Nice. À l'année prochaine et bonne fin de soirée. Plonger une partie de son corps dans de l'eau glacée. Les sportifs de haut niveau connaissent bien ce procédé très efficace, notamment pour la récupération. La méthode Wim Hof est basée sur ce concept, mais pas seulement, puisqu'elle permet aussi de redécouvrir nos capacités mentales. Une équipe de Monaco Info a tenté d'en savoir plus sur cette méthode auprès d'un instructeur agréé, Thierry Villette. Le reportage de Juliette Rappert et Thomas Deus. 0 degré, c'est la température du bassin dans lequel Thierry Villette et les adeptes de la méthode Wim Hof se sont baignés. Cette pratique a pour but de repousser ses limites, gérer le stress et renforcer le système immunitaire. L'idéal, quand on est seul en tous les cas, pas avec d'autres personnes, on peut pratiquer ça en rivière. Bien évidemment, il faut que l'eau soit quand même glacée, entre 0 et 4 degrés. Chez soi, avec la douche froide, qui est très très bien pour commencer. On commence par 15 secondes la première semaine, 30 secondes la deuxième et 45 la troisième. Une méthode qui vient tout droit d'un néerlandais du même nom, Wim Hof, surnommé l'homme de glace, mais avant de rentrer dans l'eau, il faut de la préparation. Comme dans toute pratique, j'ai envie de dire un petit peu, entre guillemets, spectaculaire, cette préparation, c'est vraiment l'équivalent de l'échauffement, si vous voulez, à travers la respiration, des cycles de respiration. Là, juste après, on va faire 6 cycles de 30 respirations. On va venir suroxygéner le corps pour le mettre en condition et on va partir dans des rétentions d'une à 1 minute et demie à peu près. Et après ça, les gens seront prêts à rentrer dans l'eau glacée. Les exercices d'hyperventilation facilitent l'entrée dans l'eau par l'augmentation de la saturation du sang en oxygène et stimulent la libération d'hormones du bien-être. En fait, quand on est dans l'eau glacée, on est apaisé. Je pense que c'est le moment où je suis vraiment apaisée, où je suis détendue et où on se ressent vraiment nous-mêmes. Quand on commence, en fait, il faut y aller tout doucement. Et il faut, je pense, pas avoir d'ego et écouter vraiment l'instructeur et les consignes qu'il fait, les exercices respiratoires. Et après, il y a des exercices aussi pour réchauffer le corps pour après, pour pas grelotter. Une méthode souvent utilisée par les sportifs de haut niveau, mais qui peut être pratiquée par tout le monde. Le tout est d'écouter son corps et de ne pas se forcer. Voilà pour la méthode Wim Hof et ses nombreux bienfaits. Nous recevions hier dans notre journal le comédien Bruno Salomon. Il était l'une des guest stars de la présentation annuelle de la programmation du Théâtre Princesse Grace. Une programmation extrêmement riche avec pas moins d'une trentaine de dates, comme nous l'explique le directeur du TPG, Françoise Gamerdinger. C'est une programmation qui rassemble 30 spectacles et une projection. Donc vous pouvez imaginer qu'on a un large choix à proposer à notre public, aussi bien en comédie qu'en seul en scène, qu'en des textes plus tristes, mais tout aussi magnifiques. S'il ne fallait retenir que 3 spectacles, lesquels seraient-ils, même si vous êtes attaché forcément à l'intégralité de la programmation ? Alors, si on se place du point de vue de l'excellence théâtrale, je choisirais le spectacle avec Sylvie Testu. Ensuite, les règles du savoir-vivre dans la société avec Catherine Yegel.
Et le troisième, le texte de Pascal Rambert avec comme acteur Charles Berling qui fait partie de notre conseil d'administration et Stanislas Dordet. Et la première date de cette saison sera le 26 septembre à 20h avec un grand classique, le Misanthrope de Molière, mais pas si classique que cela puisque l'action est transposée dans le milieu des jet-setters. Dans le reste de l'actualité en bref, c'est hier qu'a eu lieu la remise des prix de l'Académie Régnier III. Elle a récompensé l'implication des élèves tout au long de l'année et la qualité de leur travail. Cette cérémonie ponctuée par des intermèdes musicaux se sera déroulée dans la cour de la mairie en présence notamment de nombreuses personnalités monégasques. Toujours en images, la Fondation Prince Albert II de Monaco accueille en ce moment même l'exposition Océan de Sasan Benam Bakhtia dans l'enceinte de son siège à la Villa Girasol. À travers ses œuvres, l'artiste franco-iranien vise à mettre l'accent sur l'importance de la préservation et de la santé des océans. 50% des ventes seront allouées à la Fondation du Prince pour soutenir les projets dans ce domaine. L'exposition est à découvrir durant tout l'été. Cette date à retenir à présent, à l'occasion de la fête nationale américaine, une soirée est organisée par la mairie au marché de la Condamine, mardi 4 juillet. Au programme, plat traditionnel américain, ambiance musicale et initiation à la danse country, avec pour les plus courageux, un taureau mécanique. C'est l'un des projets phares de l'association Fightheads, créée sous l'impulsion et la volonté de la princesse Stéphanie. La maison de vie à Carpentras accueille depuis 13 ans maintenant des personnes vivant avec le VIH pour de courts séjours, de repos ou de détente. Les lieux ont célébré leur anniversaire en milieu de semaine, un anniversaire marqué aussi par un changement de direction. Émilie Terrasson et Thomas Deus se sont rendus dans le Vaucluse. Un lieu unique en Europe, le véritable havre de paix, la maison de vie de Carpentras permet aux personnes atteintes du VIH/SIDA et leurs proches de se ressourcer dans un cadre qui sent bon la lavande. Des femmes et des hommes sont accueillis ici dans ce qu'ils considèrent comme un endroit plein de bienveillance pour de courts séjours où la vie ne se résume plus à la maladie. Alors moi personnellement, je n'en parle pas chez moi à personne. Et quand j'arrive, et du coup j'ai l'impression qu'il y a une partie de moi qui... Je ne suis pas entière chez moi, voilà. Quand j'arrive ici, même si j'en parle pas, je me sens entière parce que je me sens moi-même, je sais que je cache rien à personne, qu'on me prend comme je suis, tandis que chez moi, je sais qu'il y a une partie de moi que personne ne connaît, que s'ils connaîtraient, je serais peut-être plus leur amie. Donc du coup, ici, je me sens vraiment moi-même et puis tout le monde est à l'écoute. Ici, ce qui change de mon quotidien à la maison de vie, c'est le repos. D'être avec des gens avec qui on s'entend bien, des résidents, même qu'on ne se connaît pas trop, on se fait amis. Et les ateliers sont très bien aussi. En étant ici, on oublie tous les soucis. Hein, et ça me fait du bien, ça me requinque un peu pour retourner dans ma ville. En présence de résidents, d'accompagnants et de personnel de la maison de vie, la princesse Stéphanie, à l'initiative de ce projet, est venue souffler les bougies, un moyen de montrer son engagement et son soutien avec son association Fightheads Monaco. Je l'ai fait vraiment pour que ce soit un havre de paix, une pause dans la vie des personnes vivant avec le VIH, un moyen de les soutenir, de les écouter, de les accompagner. Et on a absolument accompli cette mission et grâce à Didier et toute l'équipe ici, on a pu arriver au fil des années à vraiment se faire connaître et faire partie des soins, je veux dire, véritablement pour une personne vivant avec le VIH. Pour cet anniversaire, une partie de la pièce Encore heureuse a été jouée, une représentation accompagnée de violons qui se veut touchante. Elle compte les histoires de vie de ces femmes contaminées qui n'osent souvent pas en parler. J'ai été contaminée par mon petit ami. J'avais 20 ans et lui 26. Ça fait 4 ans qu'on était ensemble. Un anniversaire synonyme aussi de passage de flambeau. Après 13 ans de direction, Didier Rouault, le directeur, cède sa place. Depuis sa création, il veille à répondre aux besoins de la maison de vie, accompagne et écoute tous ceux qui passent ses portes. Je quitte mes fonctions de directeur ce mois-ci, à la fin du mois, et nous sommes fiers de la réussite de cet établissement. Avec plus de 1550 personnes accueillies en 12 ans, je crois qu'on a relevé le défi. La princesse avait l'occasion de dire il suffit de faire le job, je crois qu'on a fait le job.
Un job qui va se poursuivre avec Sylvie Moulette, la nouvelle directrice, toujours autour de 3 activités majeures, l'alimentation, les activités physiques et la gestion des émotions. D'ici quelques jours, mon heure arrive. Je vais continuer le travail entrepris par Didier et son équipe. La première chose que je souhaite mettre en place, c'est développer la visibilité de la maison de vie, parce que ça fait 13 ans qu'elle existe. Elle est connue par un certain nombre de personnes qui peuvent en bénéficier, mais elle reste encore, à mon sens, trop méconnue. Et c'est tout ce travail d'aller vers le public qui m'importe aujourd'hui, en contactant principalement le milieu hospitalier, qui est un gros prescripteur de notre lieu de vie. Non médicalisés, les résidents espèrent se sentir aussi bien dans la société qu'à l'intérieur des murs de cette grande maison. En attendant, beaucoup d'entre eux reviennent chaque année se ressourcer sous le soleil du Vaucluse. Soleil dans le Vaucluse, mais quel temps demain en principauté? Bonsoir Justin Hadel, quelle est la tendance pour le début du week-end? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Le temps, en ce début de week-end, devrait légèrement s'améliorer, même si des perturbations restent possibles, notamment dans la matinée. La journée sera globalement ensoleillée avec quelques passages nuageux et une petite brise dès l'après-midi. Niveau température, 19 à 25 degrés sont attendus. Le lever de soleil est prévu pour 5h50 et son coucher 21h17. En ce 1er juillet, n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête à tous les Thierry. Une date anniversaire aussi pour leurs Altesses Sérénissimes, le prince Albert II, la princesse Charlène, puisqu'ils fêtent leurs 12 ans de mariage. Rappelez-vous, c'était le 1er et le 2 juillet 2011 où ils se sont unis civilement et religieusement. 12 ans de mariage qui correspondent aux noces de soie. Merci Justin et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. On referme cette édition avec les photos de Manuel Vitali qui nous fait découvrir l'exposition proposée sur les grilles des jardins Saint-Martin. Elle offre un éclairage sur la grande mission des explorations de Monaco menées dans l'océan Indien à l'automne 2022. Excellente soirée à tous et à demain samedi pour une nouvelle édition.